Monsieur le ministre de la Défense, cher Jean-Yves Le Drian, que je me remercie de m'avoir convié pour prononcer quelques mots devant vous, messieurs les ministres, monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Todeschini, messieurs les représentants des Nations unies et de l'Union africaine, mesdames et messieurs les ministres de la Défense et les représentants des gouvernements de tous les continents qui partagez, votre présence ici en est la preuve, cette conviction que les questions de défense et les questions climatiques sont désormais étroitement liées. Climat et défense, quels enjeux? Cette réunion constitue un moment très fort de la préparation du prochain sommet de Paris pour le climat et témoigne de la nouvelle reconnaissance que le climat est aussi une question stratégique et une question de sécurité nationale et internationale. Comme l'a dit il y a quelques mois le président de la République française, un réchauffement qui se poursuit, c'est la guerre qui s'annonce. Ce qui signifie aussi que réduire nos émissions de gaz à effet de serre et mieux protéger contre les impacts du réchauffement climatique en mettant en œuvre des politiques d'atténuation et d'adaptation, c'est aussi prévenir les conflits et contribuer à la paix dans le monde. Il y a 2 ans, des chercheurs ont analysé une 60aine d'études portant sur 45 conflits intervenus sous toutes les latitudes depuis 1950. Ils ont établi qu'une élévation de température d'1 degré, jointe à un changement de régime des précipitations, était systématiquement corrélée à une augmentation des violences interpersonnelles et des conflits armés. De bons connaisseurs de la Syrie ont rappelé récemment que la sécheresse, qui frappa le pays avant 2011, a été la plus grave jamais enregistrée dans la région. Elle provoqua un effondrement de la production agricole et l'exode de 1 million de cultivateurs et d'éleveurs sur une population de 22 millions d'habitants vers des villes déjà engorgées par l'afflux de réfugiés fuyant la guerre. La sécurité climatique dans un seul pays n'existe pas, car l'atmosphère ignore les frontières et ce que font les uns ont un impact sur tous les autres. Un exemple, parmi bien d'autres, de cette interdépendance climatique qui est aussi économique et sociale, lorsque, durant l'hiver 2010-2011, la Chine fut victime d'une sécheresse et de tempêtes de sable qui frappèrent lourdement son agriculture et la conduisirent à des achats massifs de blé sur le marché international, cela entraîna la flambée des cours qui frappa durement l'Égypte, premier importateur mondial de blé, et y fit tripler le prix du pain et suscita un mécontentement populaire. On connaît la suite. Le dérèglement climatique impacte aussi la sécurité des biens et des personnes, provoque l'extension des maladies vectorielles, crée des déplacements massifs de population. Sécurité des biens et des personnes, c'est par exemple la fréquence accrue et l'intensification des événements météorologiques extrêmes, ouragans et typhons, canicules, inondations, menaçant les littoraux, là où vit 1/5 de la population mondiale et où sont implantés nombre de mégalopoles et d'infrastructures industrielles directement menacées par les ouragans et par la montée des eaux. Ce sont également les sécheresses qui font reculer la surface des terres arables, baisser les rendements agricoles, augmenter l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Ces sécheresses qui attisent les conflits, opposent les agriculteurs et les éleveurs, réduisent ce que l'on appelle le coût d'opportunité de l'engagement des populations rurales sans ressources dans les marchés de la violence, le terrorisme, la piraterie, le narcotrafic. Ce sont aussi des risques accrus de conflits intra- et interétatiques pour la maîtrise des ressources qui se raréfient. Contrôle de la terre, contrôle de l'eau souterraine et de surface, consommation et énergie hydraulique, car dans les pays où les glaciers fondent et où le débit des fleuves baisse, les barrages ne peuvent plus jouer leur rôle. Sécuriser l'accès à l'eau est donc une dimension essentielle des conditions d'adaptation au changement climatique, de prévention des conflits entre les communautés locales et les États qui partagent le même bassin versant ou un cours d'eau traversant plusieurs pays. Le dérèglement climatique, c'est aussi l'extension géographique des maladies vectorielles et l'insécurité sanitaire qui s'accroît. C'est l'exode croissant de tous ceux qu'on appelle les réfugiés ou les déplacés climatiques
ou encore les migrants environnementaux, dont le nombre est déjà 3 fois supérieur à celui des réfugiés de guerre et pourrait atteindre 200 millions avant la fin du siècle, suscitant de nouvelles tensions dans les zones de transit et de destination. Donc, le changement climatique, et c'est pour cela d'ailleurs que vous êtes réunis, ce sont des risques accrus de déstabilisation des sociétés et de guerres nouvelles entre les pays. Ce sont par exemple de nouvelles questions géostratégiques qui émergent, comme celle de l'Arctique, dont la banquise fond de plus en plus vite, attisant les convoitises pour la maîtrise de nouvelles voies navigables, de nouvelles ressources pétrolières, gazières, halieutiques, les minerais précieux, les terres rares rendues accessibles par la disparition des glaces et entraînant de nouvelles revendications de frontières terrestres et maritimes. Il n'est d'ailleurs à ce jour pas acquis que la coopération l'emporte sur la confrontation, et c'est là aussi un enjeu majeur de paix directement lié aux conséquences du réchauffement climatique à l'extrême nord de la planète. Ce qui est donc désormais à l'ordre du jour, c'est un nouveau climat pour la paix, comme le dit à raison le titre d'une étude commandée par le G7. Et c'est pourquoi réduire nos émissions de gaz à effet de serre, développer le renouvelable accessible à tous les pays, décarboner nos économies, s'engager dans la transition énergétique est moins une contrainte à subir qu'une chance à saisir, la chance d'une nouvelle prospérité et d'un nouveau modèle de développement. La France a voulu donner l'exemple, s'est dotée d'une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, a fait le choix de s'appliquer à elle-même ce qu'elle préconise pour le monde, met en pratique les solutions concrètes qui aujourd'hui sont disponibles pour prendre le tournant de la nouvelle économie climatique et vient d'adopter sa stratégie bas carbone. Intégrer donc la réflexion stratégique et la planification opérationnelle à la doctrine militaire, à la formation des cadres, à l'entraînement des troupes, comme s'y engage Jean-Yves Le Drian, est tout à fait crucial, parce que c'est la prise en compte du paramètre climat. Cela concerne bien sûr les opérations de maintien ou de rétablissement de la paix, mais aussi les mécanismes d'alerte précoce. Mon ministère est en charge, par la Direction générale de la prévention des risques, de ces mécanismes d'alerte précoce et je mesure tout l'intérêt d'une coopération avec les technologies militaires. Car l'aide apportée aux populations civiles en cas d'événements météorologiques extrêmes, pour lesquels d'ailleurs l'armée est de plus en plus sollicitée, mérite que l'on monte en puissance sur les technologies d'alerte et surtout qu'on les mette à disposition de tous les pays, comme ça a été l'objectif de la conférence de Sendai qui s'est prolongée récemment dans mon ministère la semaine dernière par une réunion de tous les techniciens et les ingénieurs concernés par ces sujets. Autre exemple, la prise en compte des effets de la salinité et de l'acidification des océans sur la sécurité sous-marine et de la montée des mers sur la sécurité des bases côtières et bien d'autres domaines sur lesquels vous allez vous pencher durant cette journée, bien d'autres domaines donc qui modifient les conditions d'intervention des forces armées. Je tiens aussi à souligner un autre élément tout à fait crucial qui est la contribution des technologies vertes et la façon dont elles peuvent apporter à la sécurisation des conditions d'intervention militaire leur contribution, mais aussi à la sécurisation écologique. C'est par exemple parce qu'ils avaient constaté qu'un tiers de leurs pertes en Afghanistan était en 2007 dû à la protection des convois d'eau et de pétrole, que les Américains ont décidé d'équiper leurs forces spéciales de systèmes de filtration d'eau et leurs troupes de générateurs d'énergie hybride, ce qui est une illustration, parmi d'autres, des coopérations technologiques entre les entreprises de la croissance verte, des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau et les activités militaires. Il y a aussi le vaste champ du domaine immobilier et des infrastructures de l'armée, qui peuvent activement contribuer à la diminution des consommations énergétiques, au déploiement des énergies renouvelables et donc à la performance des technologies civiles. Les industries travaillant pour la défense sont donc un immense gisement d'innovation technologique aux applications à la fois militaires et civiles. La mise au point des équipements du futur, la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, le développement de carburants de substitution, en particulier pour l'aviation militaire, comme nous le faisons pour l'aviation civile, l'éco-conception des matériaux, de matériel, de procédés performants et compétitifs, la réduction de l'impact environnemental des opérations, l'optimisation de la gestion des déchets dans les bases et dans les navires, dont les porte-avions,
Ce sont là quelques exemples d'une défense qui, aujourd'hui, prend son essor dans le domaine du développement durable. Elles sont là aussi ces filières d'avenir dont nos pays et nos économies ont besoin pour créer des activités nouvelles et pour répondre aux défis climatiques. Permettez-moi, pour conclure, de vous dire simplement ma conviction que si nos armées sont souvent en première ligne de l'apaisement de ces conflits, où le dérèglement climatique a une large part, dont nous prenons mieux la mesure, elles ont aussi un rôle stratégique pour que nos sociétés réussissent leur mutation technologique et énergétique en s'engageant pleinement dans une croissance et dans une défense définitivement durable. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux.